Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis d'être là pour venir vous parler de ce projet. C'est le début du projet, donc c'est encore beaucoup des hypothèses qu'on va vous présenter. Et puis on est ravis de sortir un peu des murs de l'UNIGE pour venir parler à notre public. Et donc ce projet de recherche porte sur les premiers tours du monde touristique, c'est-à-dire le moment où pour la première fois dans l'histoire, il y a des gens qui ont commencé à faire le tour du monde pour le plaisir. Et c'est un moment qu'on peut dater assez précisément, puisque avant 1869, il n'en est guère question. Et puis évidemment, en 1914, la Première Guerre mondiale vient donner un coup d'arrêt à cette pratique. Donc il y a un moment très particulier qui dure une quarantaine d'années, qui est le moment des premiers globetrotters. Et comme c'est attesté par exemple par cette fréquence du mot tour du monde dans la presse française, et on s'aperçoit qu'il se passe vraiment quelque chose de statistiquement significatif sur la période. Alors, je vais commencer par vous donner un peu quelles sont les hypothèses fondatrices de ce projet. Ça va être aussi un peu le plan de mon intervention. Euh, Pourquoi travailler sur les tours du monde touristique? Notre première hypothèse, c'est que le fait qu'on puisse faire le tour du monde pour le plaisir ou qu'on fasse le tour du monde pour le plaisir change pour les personnes concernées fondamentalement leur rapport à la planète, leur rapport au monde. Il y a quelque chose qui change dans la vision et la pratique du monde quand celui-ci devient un terrain de jeu. Et cette mutation, c'est non seulement une mutation dans le tourisme, mais c'est une mutation beaucoup plus générale dans l'imaginaire géographique. Et l'imaginaire géographique, c'est ce sur quoi on travaille quand, comme moi, on fait de la géographie culturelle. Ça, c'est notre première hypothèse. Puis notre deuxième hypothèse, c'est qu'il y a peut-être sur la période, je ne sais pas, entre 10 000 et 50 000 personnes qui font le tour du monde pour le plaisir, essentiellement des Occidentaux. Mais notre projet ne concerne pas que cette élite de gens qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour pouvoir faire un tour du monde pour le plaisir, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont faire le tour du monde, mais pour de faux, virtuellement. Parce qu'à la même époque, il y a tout un ensemble de dispositifs qui sont inventés et mis en place et qui permettent à tout le monde, quasiment tout le monde, pour des prix modiques, de faire le tour du monde pour de faux, virtuellement, en lisant un livre, en regardant un film, en allant visiter une exposition universelle. Et donc, notre idée, c'est que la raison pour laquelle l'image du globe et la pratique du tour du monde devient tellement importante dans la culture populaire, c'est parce que ça se diffuse à travers ces dispositifs. Et donc, notre question de recherche principale, c'est de porter un regard critique sur un processus nouveau d'objectivation du monde qui est réalisé par les tours du monde et qu'on va interpréter comme une étape fondatrice de la mondialisation et de la modernité. Alors, je vais commencer par vous raconter un peu comment ça commence. Ça commence, tu connais l'histoire déjà, tu sais. Non, je sais, mais tu sais, j'ai perdu un peu la vue depuis le temps. Voilà, Mais tu reçois des petits messages sur Teams, je crois, Anthony. Des gens qui nous écoutent en visio. c'est pas grave. Donc, ça commence quand? Ça commence en fait en 1869, et même un peu avant, en 1867. Pourquoi? Parce que faire un tour du monde, ça suppose qu'on peut acheter un billet de train ou de bateau pour faire les différents segments. Et jusqu'en 1867, il manquait un segment, c'est-à-dire il y a un billet en l'occurrence de paquebot que vous ne pouviez pas acheter, c'était pour aller du Japon à la Californie. Il n'y avait pas de transport commercial, c'était impossible. Alors, si vous étiez marin ou explorateur, bien sûr, c'était possible, mais en tant que touriste, vous étiez coincé. Et en 1867, ouvre la première ligne de transport commercial régulière entre San Francisco et Yokohama. Donc, pour la première fois, et c'est le segment qui manquait, on peut acheter des billets de transport. Tout un chacun peut acheter des billets pour faire le tour du monde. Deuxième date très importante, c'est 1869. En 1869, vous savez que sans doute qu'aux États-Unis, il y avait deux grandes compagnies de chemin de fer, enfin, il y en avait beaucoup, mais il y en avait essentiellement qui partaient de l'Est, qui partaient de l'Ouest. Elles partaient soit de l'Atlantique, soit du Pacifique, et elles ne se rejoignaient pas au milieu, si bien qu'il était impossible de traverser les États-Unis en chemin de fer. C'est-à-dire, traverser les États-Unis, c'était comme à l'époque du western, c'était très difficile, très long et très dangereux. Et en 1869, pour la première fois, les deux lignes de chemin de fer se rejoignent et donc il devient possible de traverser les États-Unis en train. Et ça change tout parce que ça veut dire qu'on peut traverser ce continent assez rapidement et puis aussi pour pas cher, pas trop cher en tout cas, et sans danger. Et ça, vraiment, c'est la condition de possibilité et tour du monde. Tant qu'on ne peut pas traverser les États-Unis, pas moyen de faire un tour du monde. Il faudra attendre 1915 pour pouvoir passer par Panama.
Et puis, troisième condition de possibilité matérielle, en 1869, peut-être la plus importante symboliquement, pas matériellement, mais symboliquement, c'est l'inauguration du canal de Suez qui permet de passer directement par la Méditerranée et Aden, et puis la mer Rouge, sans faire tout le tour de l'Afrique. Donc, on gagne énormément de temps. Et symboliquement, le canal de Suez montre à tout le monde qu'on a réussi à réduire la dimension du globe. Et donc, sans surprise, c'est en 1869, à ce moment-là, vraiment que les premiers globetrotters se manifestent. On a deux personnes qui écrivent d'ailleurs leur mémoire et qui prétendent tous les deux être les premiers à avoir fait le tour du monde, pas en tant qu'explorateur, mais en tant que juste touriste. L'un, c'est Edmond Plochu, qui l'a fait en 120 jours, et puis l'autre, c'est un Américain qui s'appelle George Twain et qui l'a fait en la même année et en 80 jours. Donc les gens commencent à faire le tour du monde et ils en font le récit. Très vite, c'est pris en charge par les tour opérateurs. Le premier, c'est Thomas Cook, le Britannique Thomas Cook, qui offre en 1872 son premier tour du monde à forfait. C'est-à-dire c'est un package. Vous achetez un tour du monde, vous payez une fois et on vous prend par la main, un groupe de 20 touristes, et puis on vous fait faire le tour du monde. C'est tout inclus, les hôtels, les transports, les excursions. Et Thomas Cook va le vendre tous les ans, son tour du monde. Le premier, il le fait lui-même avec ses touristes et il publie des lettres qui vont être une bonne publicité pour son tour du monde. Et tout de suite après, l'agence allemande Stangen se met elle aussi à vendre tous les 2 ans des tours du monde à forfait. Donc, on peut faire le tour du monde un petit peu en se débrouillant tout seul, ou on peut faire le tour du monde en étant pris en charge par un tour opérateur. Et puis, ça va se développer, ça, des années 1870 jusqu'en 1910. Le grand changement, c'est qu'à partir du XXe siècle, on commence à faire des croisières tour du monde, c'est-à-dire des bateaux qui vont partir de New York, qui vont faire tout le tour du monde et qui vont débarquer les passagers en Californie, à San Francisco, ou le contraire. Donc, vraiment un tour du monde quasiment entier en bateau, pas tout à fait complet parce que la traversée des États-Unis reste en chemin de fer, parce que le canal de Panama n'est toujours pas percé. Et vous voyez sur ces images très significatives de la période à quel point, quand on vend un tour du monde, ce qu'on vend, c'est le transport. Ce qu'on vend, c'est la modernité, c'est le paquebot, c'est la puissance, c'est la machine à vapeur, c'est la rapidité. Le globe-trotter devient une figure, c'est-à-dire ça devient quelqu'un de repérable dont on parle. Le mot globe-trotter est inventé en 1873. Donc, vous voyez, la chronologie est très ferme. Tout se passe vraiment dans ces eaux-là. Et ça devient la figure d'une sorte de touriste qui va un peu trop vite, qui est un peu trop superficiel. Il y a une dimension un peu moqueuse à propos du globe-trotter et de sa façon de se déplacer. Ça, c'est les conditions matérielles et puis les pratiques. Ce qui est très important également, c'est que nos globetrotters racontent leur itinéraire, ils racontent leur tour du monde. Et on a repéré sur la période de l'ordre de 300 récits de globetrotters, 300 récits de tour du mondistes qui sont publiés. Et c'est très important pour nous parce que ça veut dire que c'est un des supports grâce auquel le motif du tour du monde va se diffuser auprès d'un lectorat très vaste. Beaucoup de gens vont faire le tour du monde sur la trace des touristes qui l'ont fait pour de vrai et qui font partager leur expérience dans toute une série de livres publiés sur la période. Des livres, mais pas seulement des livres, parce que ces tours du mondistes produisent aussi beaucoup d'images, ou ramènent des images. Là, vous avez un exemple d'une croisière, celle du Cleveland, organisée par un tour opérateur américain. C'est l'escale au Japon, et donc tous les touristes descendent au Japon, ils vont voir le grand Bouddha de Kamakura, et puis ils se font prendre en photo, et puis cette photo est diffusée, et donc vous pouvez voir et vous projeter dans ce tour du monde que vous n'avez pas fait vous-même, mais que vous pouvez faire à la suite des touristes. Cela dit, hein, si vous voulez faire un tour du monde pour de faux en lisant un livre, la référence qui s'impose, ce n'est pas du tout un des vrais récits de vrais tours du mondistes qui raconte comment il a fait le tour du monde. La référence qui s'impose, c'est le fameux Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, qui est publié pour la première fois en 1872. Souvenez-vous, des dates, 1869, traversée des chemins de fer, canal de Suez, 1872, premier tour du monde offert par Cook, 1872, Jules Verne, tour du monde, 1873, invention du mot globetrotter. Donc, on est vraiment dans une chronologie qui est très ferme. Et ce tour du monde de Jules Verne va être un succès international. Ça va être son best-seller, celui qui va le plus vendre.
Il va être traduit immédiatement dans beaucoup de langues, y compris en chinois, en japonais. Dès 1873, il est traduit en anglais. Et Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne va faire le Tour du monde. Ça devient vraiment une référence de la littérature mondiale. Qui parmi vous l'a lu, Le Tour du monde en 80 jours? OK. Qui a vu le film ou vu la série télé? OK. Mais qui en connaissait l'existence de ce livre? Voilà. Donc, ça fait partie des ouvrages, on ne les a pas lus, mais on les connaît. Le succès est énorme, et c'est un succès qui est non seulement un succès du texte, mais c'est aussi un succès de l'image. On peut dire, c'est une boutade que donnent mes collègues spécialistes de Jules Verne, ils disent Jules Verne, c'est des livres, c'est pas des livres qu'on lit, c'est des livres qu'on regarde. Pourquoi? Parce que les gravures sont très importantes, la visualité de l'œuvre vernienne est très importante, et c'est beaucoup en rêvant devant les images qu'on fait les tours du monde en suivant Phileas Fogg et puis Passepartout. Alors, beaucoup d'Occidentaux et beaucoup de monde sur la planète va lire le Tour du monde en 80 jours et donc va rêver à ce Tour du monde et va avoir envie de faire le Tour du monde pour faire comme Phileas Fogg et Passepartout, ou vont simplement le faire à leur suite en revivant leur aventure. Au point que cette figure du Tour du monde devient une sorte de fiction iconique dans la culture populaire. Et vous voyez ici une affiche des étrennes Hetzel. Hetzel est l'éditeur de Jules Verne. Et là, c'est un poster qui date de 1900. Et vous voyez que dans ce poster, vraiment, toute la publicité pour la maison d'édition, elle est faite autour de cette idée que les livres de voyage vous permettent de faire le tour du monde virtuellement avec cette figure du globe-trotter qui est à prendre au sens propre, c'est-à-dire il trotte sur le globe. Cela dit, les livres sont peut-être moins importants que le succès de la pièce. Il faut savoir que Jules Verne avait toujours voulu faire du théâtre et qu'il saisit l'occasion avec le Tour du monde. Le livre marche très bien et il écrit une pièce très rapidement ensuite qui va être produite dès 1873, dès la sortie du livre, qui s'appelle Le Tour du monde en 80 jours et qui va être joué au Théâtre du Châtelet et qui va être joué sans interruption jusqu'aux années 1940 et qui va circuler dans le monde entier. Ce n'est pas vraiment une pièce de théâtre, c'est plutôt une féerie. C'est-à-dire que le récit, les personnages comptent moins que le spectacle, parce que c'est très spectaculaire le Tour du monde. D'une part, ça veut dire qu'on va vous mettre sur scène l'Inde, l'Arabie, le Japon, l'Amérique. C'est déjà chouette, parce que l'exotisme est fascinant à ce moment-là. Mais ça veut dire que sur scène, on va vous mettre aussi un train, un paquebot, un éléphant, il y a un vrai éléphant qui vient sur la scène du théâtre du Châtelet. C'est un succès énorme. Et ce succès est tel qu'on peut dire que ce qui a fait le succès du Tour du monde en 80 jours, c'est plus la féerie que le livre lui-même. Et ce livre devient un motif vraiment obsessionnel dans la culture visuelle de la fin du 19e siècle. Et dans l'optique aide, dans l'optique un peu histoire de l'art, c'est ce sur quoi je vais maintenant un peu mettre l'accent sur la diffusion de ce motif, sur tout et n'importe quoi. Alors, c'est l'époque où on vend des papiers peints, et donc c'est des papiers peints imprimés qui reprennent les scènes du Tour du monde en 80 jours. Il y a des objets de la vie quotidienne qui s'en inspirent. Là, vous avez par exemple un pot à tabac qui reprend la figure de Phileas Fogg. Vous avez des assiettes parlantes. Vous achetez un service de 12 assiettes. Et sur ces 12 assiettes, vous avez 12 épisodes du roman qui racontent avec une petite légende de quoi il s'agit. Là, ce sont des assiettes de porcelaine, Creil-Montreux, années 1880. Et il y en a beaucoup de cette nature qui sont. Et donc, ça veut dire que c'est un peu pour les enfants, mais pas seulement. C'est-à-dire, à la fin du repas, on sert le dessert, on monte ses assiettes, et puis on va parler un petit peu de ce fameux tour du monde qu'on a lu ou qu'on n'a pas lu, qu'on a vu au théâtre, et qui nous a permis à tous et à toutes de faire un tour du monde virtuel. Plus intéressant pour nous, les jeux de plateau. Il y a beaucoup de jeux de plateau qui sont produits à ce moment-là et qui vont reprendre le récit de Jules Verne. Et vous allez avoir des personnages, essentiellement Phileas Fogg et puis Passepartout. C'est une sorte de jeu de loi qui va vous permettre, en lançant le dé, de reprendre le rythme du tour du monde, d'en connaître les obstacles et vraiment de vous identifier à ces deux personnages pour faire virtuellement, mais pas si virtuellement que ça, parce que vraiment vous vous déplacez sur le plateau, un tour du monde. Alors, c'est le gros morceau dans l'imaginaire, et on peut dire, à mon sens, que si la ligne Yokohama-San Francisco, la traversée des États-Unis et dans une moindre mesure Suez étaient les conditions matérielles nécessaires pour qu'on puisse faire le tour du monde, Jules Verne, c'était la condition symbolique nécessaire. Parce que sans Jules Verne, le tour du monde,
personne n'y aurait trop pensé, personne n'en aurait eu vraiment envie, et c'est lui qui a vraiment ancré ce motif dans notre imaginaire géographique, dans nos rêves, dans nos aspirations et dans nos façons d'aborder la planète. À la fois, c'est lui qui donne envie aux touristes de faire le tour du monde, et tous les touristes qui font le tour du monde ont lu Jules Verne et quasiment tous le citent. Donc, c'est lui qui donne envie aux gens de faire le tour du monde, et en même temps, c'est aussi à travers lui que les gens qui ne font pas le tour du monde pour de vrai peuvent le faire pour de faux, en lisant l'ouvrage, en allant voir la pièce de théâtre ou en jouant sur ce jeu de plateau. Bon, par ailleurs, il y a beaucoup d'autres dispositifs qui, à cette époque-là, sont offerts pour permettre de faire un tour du monde. Il y a beaucoup de livres qui sont publiés avec beaucoup d'images qui vous permettent, comme une sorte de leçon de géographie, plus ou moins accompagnées par des personnages. Vous tournez les pages, il y a des gravures, puis après des photographies qui vous montrent les différents endroits du monde, avec toujours un accent très fort mis sur la technologie, sur les bateaux et sur les chemins de fer. C'est très souvent qu'en couverture, vous aurez le bateau et le chemin de fer, parce que le tour du monde, c'est au moins autant le transport que les escales. Peut-être même que le transport, le temps que vous passez dans le chemin de fer et le bateau, compte plus que ce que vous visitez au niveau des escales. Ça explique cette insistance dans l'iconographie sur la machine à vapeur et puis les transports. Il y a également de nombreux dispositifs visuels qui essayent de rendre compte de la rotondité de la planète et qui vous aide à l'appréhender. Là, vous avez l'exemple d'une grande gravure qu'on peut déplier et qui est vendue dans le Monde illustré et qui vous permet de faire ce tour du monde en vous donnant le globe dans sa rotondité, ce qui est paradoxal, c'est une carte, mais elle n'est pas complètement à plat, elle est comme en 3D. Il y a des séances de projection de plaques photographiques transparentes. Les gens sont partis dans le monde, ont pris des photographies, elles sont tirées sur des plaques transparentes et on va projeter ces plaques transparentes devant une audience avec un guide qui raconte son tour du monde et vous l'accompagnez à travers son itinéraire, comme dans cette publicité. Et puis, ça c'est un des points sur lesquels on travaille dans notre projet, c'est il existe des photographies stéréoscopiques à l'époque, depuis 1850. Ces photographies stéréoscopiques permettent de reconstituer la vision binoculaire et de voir en relief. C'est-à-dire, si vous prenez cet appareil, si vous prenez ces images, eh bien, vous allez voir en relief. Et donc, on se met à vendre des sets, des séries de photographies stéréoscopiques, une centaine, on les met dans une boîte, on met tour du monde, on met à côté une carte et un livret, et vous prenez l'appareil, vous regardez une à une les 100 photographies stéréoscopiques qui vous déplacent de lieu en lieu, vous suivez l'itinéraire sur la carte, et puis vous aurez fait un tour du monde pour de faux. Et c'est un dispositif qui est très immersif et qui connaît un grand succès à l'époque. Aujourd'hui, si vous voulez faire le tour du monde virtuellement, c'est peut-être le cinéma. À l'époque, c'était les photographies stéréoscopiques, mais aussi d'autres dispositifs comme des grands globes tel que celui-ci, construit en 1851 à Leicester Square, à Londres, qui vous permet de faire le tour du monde parce que son échelle a été réduite. Ou à l'exposition parisienne de 1900, vous avez ce panorama du tour du monde, qui est une sorte d'immense bâtiment dont les styles, vous le voyez, sont inspirés des différentes parties du monde. Donc, c'est le monde dans son entier qui est contenu dans ce bâtiment. Et puis, vous avez dans ce bâtiment également un panorama, c'est-à-dire tout en haut, vous voyez une sorte de rotonde ici, et vous avez ce panorama qui vous permet d'être comme dans un bateau, comme dans un paquebot qui fait le tour du monde. Vous avez des grandes peintures qui vous montrent ce monde, et ce bâtiment est construit et financé par la Compagnie des messageries maritimes qui vend par ailleurs des tours du monde. Donc il y a une vraie articulation entre ces lieux qui permettent de faire un tour du monde virtuel et ceux qui permettent de faire un tour du monde pour de vrai. À l'intérieur, vous avez également des restaurants, un restaurant japonais, pardon, un endroit où vous pouvez boire du thé, une maison de thé japonaise, un restaurant chinois. Vous avez des acrobates indiens qui sont là aussi pour vous permettre de faire ce tour du monde. On peut dire plus généralement que les expositions universelles en tant que telles, dans la mesure où il y a des pavillons des différentes nations, une exposition universelle vous permet de faire en un jour le tour du monde. Et comme vous le savez, c'était des dizaines de millions de visiteurs dans ces expositions. C'était vraiment des très importantes matrices de la culture populaire. Voici une photographie de ce fameux tour du monde, panorama du tour du monde de l'expo parisienne. Et puis bien sûr le cinéma. Le cinéma, dès le début, se passionne pour le voyage.
Le cinéma est un cinéma d'attraction. Il ne raconte pas quelque chose au début. Hein, vraiment, il veut vous montrer des choses. Et la première chose qu'on pense à montrer aux spectateurs, qui se déplacent très peu, il y a très peu de touristes internationaux à ce moment-là, mais la première idée, c'est d'envoyer dans le monde entier des caméramans qui vont ramener des images, qui vont vous permettre de faire le tour du monde. La moitié des films produits entre 1895, invention du cinéma, et 1905, sont des films de voyage. Tout de suite, dès l'année de l'invention du cinéma, les frères Lumière envoient des caméramans dans le monde entier. Et si vous allez regarder des films à ce moment-là, ben, essentiellement, ce sont des films qui vous montrent l'autre et l'ailleurs, des très courts films. Donc, le déplacement dans l'espace, il se fait par un véhicule qui est le cinéma. Et le cinéma va aussi s'emparer de la fiction du tour du monde pour raconter des histoires. Par exemple, hein, vous avez la firme Pathé qui sort en 1906, Le Tour du monde d'un policier, qui reprend un peu l'idée de Jules Verne et qui va, à travers une fiction, c'est bien sûr le film en studio pour l'essentiel, vous permettre de faire le tour du monde en vous identifiant au personnage principal. Donc, tout le monde fait le tour du monde, d'une façon ou d'une autre. Tout le monde a cette expérience du tour du monde, qui est à la fois une expérience de l'espace, la Terre, sa rotondité, sa taille, mais c'est aussi une expérience du temps. C'est la vitesse, c'est le tour du monde en 80 jours, puis en 60, c'est aller vite, ou le tour du monde même en 60 minutes, hein, comme vous le promet cette affiche pour la stéréoscopie. C'est aussi l'expérience du décalage horaire, c'est aussi l'expérience du jour fantôme, puisque vous le savez, hein, toute l'intrigue du tour du monde en 80 jours, c'est que, bah, en fait, ils ont fait le tour du monde en 81 jours, donc le pari qui à la base du voyage était perdu, sauf que si on fait le tour du monde dans un sens, on gagne un jour, alors qu'on le perd si on fait le tour du monde dans l'autre sens, ce qu'on appelle le jour fantôme. Donc, il y a vraiment une vraie expérience du temps quand on fait le tour du monde, qui est aussi celle de la rotondité de la Terre. Bref, c'est une expérience de l'espace-temps. Et c'est aussi la raison pour laquelle dans notre programme de recherche, il y a un volet qui porte sur l'horlogerie. Parce que c'est une question que l'industrie horlogère se pose, la question des heures multiples, la question des décalages horaires et la question de la rotondité de la planète et du jour fantôme. C'est en 1884 qu'à la conférence de Washington, on fixe le méridien à Greenwich et donc l'antéméridien de l'autre côté, au milieu du Pacifique, qui est la ligne de changement de date, qu'on fixe les fuseaux horaires. Et ça, c'est une appréhension par le temps de l'espace, mais c'est aussi une appréhension par l'espace du temps que l'horlogerie va mettre en place, que l'horlogerie va répercuter à travers l'utilisation du globe comme une figure décorative sur certaines pendules, le globe tourne parfois, ou à travers l'affichage des fuseaux horaires et de l'heure qu'il est dans différentes villes sur des montres. Et évidemment, il faut s'interroger sur l'usage de ces montres à heures multiples. Les premières, c'est les années 1880, je crois. Ces premières montres à heures multiples, à quoi elles servent? À rien. Parce qu'évidemment, personne n'a besoin vraiment de prendre l'avion pour savoir quelle heure il fait, quelle heure il est à l'autre bout de la Terre. C'est un mode d'appropriation symbolique. C'est-à-dire que quand vous avez une montre comme ça, avec l'heure qu'il fait dans le monde entier, c'est comme si vous aviez le monde dans votre poche. Notre hypothèse, c'est que la trotteuse, c'est pareil que le globe-trotteur. Se trimballer dans le monde en faisant le tour, c'est pareil que être l'horloge qui fait le tour du monde et qui franchit tous les fuseaux horaires. Et puis, dernier élément, l'histoire ne s'arrête pas là. Déjà, elle ne s'arrête pas là parce que le motif du tour du monde reste un motif obsessionnel. Et on va continuer jusqu'à une époque récente, jusqu'à aujourd'hui, à faire le tour du monde pour de vous. Alors, je vais vous apporter un petit jouet, là. Ça s'appelle un Viewmaster. Les plus âgés parmi vous, qui viennent peut-être d'avoir vu ça comme jouet quand c'était petit. On regarde la lumière, je vois à l'intérieur deux images, une de chaque côté, c'est en couleur, et normalement, vous voyez, il y a une personne politique qui n'arrive pas. Hein. Et vous avez un petit symbole, si vous voulez, vous pouvez descendre, vous pouvez faire tourner les minutes, c'est de voir la différence. C'est le premier épisode de la série parmi les tours du monde. Donc, vous allez pouvoir regarder ça, ça vous donnera une idée de ce que c'est l'image binoculaire, et puis une idée un petit peu de Barbie. Je fais circuler également, vous ne pouvez pas un petit livret, en fait, c'est 3 disques sur Barbie autour du monde. Vous pouvez vous amuser à faire ça. C'est une façon de donner la parole à Raphaël et puis de vous distraire pendant qu'il va vous parler de la suite. D'accord, formidable. C'est très bien d'avoir un auditoire qui est distrait pendant que je vais essayer de parler de la suite. Merci.
Alors, très bien. Donc, du coup, il y a eu une partie, effectivement, par Jean-François, et l'idée, c'était de vous présenter un peu le projet de recherche en tant que tel. Et puis, moi, je vais me concentrer, en fait, sur qu'est-ce que je fais à la aide et puis la valorisation, en fait, de ce projet de recherche et les outputs, en fait, hein, vers le grand public du projet de recherche et en particulier, en fait, avec l'exposition qui est prévu autour de ce projet de recherche et qui découle directement de ce projet de recherche, qui s'appelle prévisoirement la Manie des Tours du Monde. Et c'est une exposition en fait qui est prévue en mai 2025 au Château de Prangin, au Musée national suisse, euh, en mai 2025 jusqu'à octobre 2025. Voilà. Et c'est donc une exposition temporaire et une exposition de valorisation d'un projet scientifique. Et je pense que ça, c'est tout de même important, et j'y reviendrai après sur qu'est-ce que c'est que ce type d'exposition dès lors qu'on fait des sciences sociales et qu'on communique en fait un message euh, auprès d'un grand public. Voilà, donc l'exposition aura lieu au Château de Prangin, et à la vérité, c'est pas la première qu'on fait sur les tours du monde. Il y en a eu une première, en fait, et qui est encore actuellement visitable au musée de Cevio, au Tessin, à côté de Locarno, et qui porte, en fait, sur une figure, en fait, un des premiers globetrotters suisses, je te remercie, Emilio Bali, et qui dispose, en fait, d'une formidable archive en fait très complète avec ses tickets de train, ses guides touristiques et tous les objets en fait qu'il a ramenés, etc. de son tour du monde. Et à partir de là, on a pu faire une exposition au Tessin qui a été aussi un peu une manière de s'atteler en fait hein, au projet et d'en voir aussi ce potentiel auprès du public et son potentiel muséal. Donc là, on voit à la fois l'affiche de l'exposition, mais aussi en fait le tour du monde tel qu'il avait été projeté par la SVEAM, qui a eu un de ses tours opérateurs, en fait, hein, la société de voyage autour du monde française. Et donc ça, c'était la promesse du tour du monde qui s'avérera être un échec parce que le bateau avec lequel devait faire le tour du monde Emilio Bali et ses compagnons globetrotters euh, s'est arrêté en cours de route pour une cause de faillite. Et en fait, le personnage part en fait en touriste et en touriste organisé via un tour opérateur et finit en fait ce tour du monde avec Alfred Bertrand en mode backpacker jusqu'à retourner dans sa terre natale du Tessin. Pour la petite histoire, Alfred Bertrand, vous le connaissez peut-être, parce qu'il a légué le parc Bertrand à Genève. Voilà. Donc, c'est une exposition où il y a un certain nombre de thèmes, une dizaine à la vérité, qu'on souhaite adresser. Donc, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais en gros, ce que vous disiez, Jean-François, il s'agit de revenir sur les conditions matérielles de cette nouvelle pratique, l'imaginaire qui leur est associé, la figure des globetrotters, les globetrotters suisses, mais aussi qui passent en Suisse et donc aussi d'ailleurs, et puis tous les dispositifs qui sont de l'ordre du visuel dont vous a parlé Jean-François, et adresser aussi la question du contemporain. Qu'est-ce que faire un tour du monde aujourd'hui et comment on le fait? Je vais passer ça parce que vous l'avez déjà vu. La question des imaginaires, comment est-ce qu'on remet en scène cette question des imaginaires et de Jules Verne en fait, dans l'espace d'exposition. Et puis la figure du globe-trotter qui effectivement en fait, devient un sujet parce que aussi bien le fait de faire des tours du monde participe d'une objectivation de la Terre et ce qui nous intéresse finalement, c'est la constitution de la planète comme attraction touristique, comme objet de spectacle. Mais en même temps que cette objectivation, il y a aussi une subjectivation qui se fait. Hein. Il y a un sujet qui est créé, et puis ce sujet, c'est le globe-trotter. Alors, il est montré, il est affiché, etc. Vous avez une image, en fait, un portrait colorisé de Emilio Bali qui se fait prendre en photo à Yokohama dans un studio photographique, donc pour lequel, en fait, il y a tout un décor qui est créé, etc. Et donc, ces globetrotters se font prendre en photo, mais il y a aussi toute une iconographie, effectivement,
dans certaines parutions et couvertures comme Life Magazine, par exemple, qui sort en 1913. Et ce qu'on remarque là, c'est qu'il y a une mode. Hein. Il y a une mode qui s'installe, la mode du globe-trotter, la mode des voyageurs. Et ce n'est pas pour rien aussi que à cette époque-là, et ça persiste maintenant, il y a encore une grande marque, par exemple, qui s'appelle Globetrotter, une marque de luxe, de maroquinerie. Vous pouvez acheter en fait ces différentes valises. Et quand vous ouvrez la valise, vous avez une carte du monde, une carte d'un pays, etc. Donc il y a toute une mode comme ça, souvent qui est très luxe, qui s'instaure et qui accompagne et qui font du Globetrotter un sujet. Le tour du monde, c'est un moment où on va acheter des choses, on va collectionner d'une certaine manière le monde. Hein. Il y a les personnes qui vont collectionner le monde en étant dans une perspective un peu naturaliste, où ils vont herboriser, en fait, hein, quand ils partent autour du monde, et c'était le cas de Emilio Bali. Ils vont ramener en fait des fleurs, collectionner des feuilles, etc., des graines, etc. Puis quand ils reviennent, eh ben, soit ils les gardent dans leur calepin séché, soit ils essaient d'en faire un jardin aux côtés de leur maison, ou alors, en l'occurrence, ramener des objets. Et c'est souvent un peu les deux. Hein. Et là, en l'occurrence, vous avez une image en fait de ce qu'on appelle un curious shop. C'est un peu les premières, c'est l'équivalent en fait des boutiques de souvenirs hein, que vous avez au bord du lac en fait à Genève ou ailleurs, et puis dans lesquels on pouvait acheter les premiers objets. Donc c'est vraiment un truc qui dans la rue en fait à Yokohama, on passait, il y avait ces curious shops qui étaient au rez-de-chaussée, en fait, hein, vraiment avec une ouverture et une porosité très forte entre la rue et puis le shop. Et les Globetrotters passaient par là pour y acheter toute une série de choses, dont évidemment, un des trucs qui est le plus spectaculaire aujourd'hui, c'est les armures de samouraï. Et alors, beaucoup de ces Globetrotters ramenaient leur propre armure, etc. Mais il faut savoir qu'à l'époque, en fait, la pratique du samouraï est interdite, elle est abolie. Et puis, donc, ces samouraïs sont littéralement dans la précarité, plongés dans la précarité, et vendent en fait leurs armures en fait dans les curious shops, qui eux sont rachetés en fait par les Globetrotters, qui les ramènent. Et aujourd'hui, une armure de samouraï, je vous laisse imaginer combien ça coûte, combien ça vaut sur le marché de l'art des antiquités. On parlait de dispositifs. Jean-François vous a montré un et vous êtes en train de le voir, c'est celui de Barbie et du Stereo Viewer. Mais il y a aussi en fait un Kaiser Panorama. Par exemple, vous avez une gravure ici du Kaiser Panorama de Berlin, c'est une publicité. Et en fait, l'idée, en fait, c'est que vous aviez donc une installation et pour chacune en fait des volets, euh, vous avez des images en 3D, et en l'occurrence par exemple d'une ville ou d'une région, d'un pays, d'accord. Et chaque fois vous vous déplacez en fait en vous déplaçant autour du Kaiser Panorama et en changeant de chaise et en regardant en fait les images, et vous faites littéralement un tour du monde en vous déplaçant autour de cette installation et en regardant en fait les différentes vues qui vous sont proposées. Et puis, évidemment, de manière plus contemporaine et qui fait très écho en fait à l'actualité autour de Barbie et de Ken, le tour du monde et la collection en fait, hein, Barbies Around the World, dont on essayera de donner place aussi dans ce projet d'exposition. Donc aujourd'hui, c'est aussi ça hein, qui m'anime et qui porte et qui fait l'objet en fait de mes recherches à la aide. C'est comment est-ce qu'on fait un tour du monde aujourd'hui, c'est quoi son actualité, etc. Alors vous avez d'une part en fait hein, ici en bleu cette carte qui est un itinéraire classique d'une croisière en avion qui sont encore proposées aujourd'hui. Hein. C'est la compagnie TMR, une compagnie qui propose régulièrement et chaque année en fait des tours du monde en avion. Ça dure, c'est sur des périodes très courtes, ça dure une année. Ça vise une clientèle très riche, d'élite. Ce sont des tours du monde à plus de 100 000 euros et qui durent en l'occurrence un mois. Et puis vous avez aussi
des tours du monde en bateau, comme celle qui est proposée par la Silver Sea, et qui nous intéresse particulièrement aussi parce qu'elles font référence parfois à l'histoire des tours du monde. Et elles font des références, enfin, dans leur rhétorique, en fait, et leur publicité, elles mobilisent en fait l'histoire longue et celle de l'exploration. Hein, par exemple, vous avez ici The Curious in the Sea, discover how the world was discovered. Hein. Donc, on vous promet en fait la promesse, c'est de découvrir le monde, comment il a été découvert par les premiers explorateurs ou les premiers touristes. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de replacer ça dans une histoire longue, de voir comment, en fait, ces tours opérateurs mobilisent, en fait, l'imaginaire géographique, celui des explorateurs et l'histoire longue pour vendre, en fait, leurs produits, avec un enjeu, en fait, de taille aussi, hein, parce que vous savez que ces modes de déplacement sont très polluants aujourd'hui, ils ont un impact environnemental super important, et il y a une tension entre voilà, la promesse du tour du monde, le voyage, etc., et l'impératif moral qui est celui du réchauffement, qui est lié en fait, au réchauffement de la planète. Donc, ce qui va m'intéresser aussi, c'est de savoir et de comprendre un peu mieux comment est-ce que ces compagnies et idéalement les personnes qui font ces tours du monde euh, articulent la question du voyage, le tour du monde, l'ultime voyage, hein, parce que c'est comme ça qu'on le vend et qu'il est vendu, le voyage d'une vie, et puis cette dimension en fait d'urgence environnementale et de réchauffement de la planète. Donc, à la fois, faire un tour du monde aujourd'hui, c'est un peu comme à l'époque, c'est-à-dire on le fait pour de vrai, et certains peuvent le faire pour de vrai, en prenant des bateaux et des avions, et on continue à pouvoir le faire un peu pour de faux. Hein. Et il y a ce projet Google, de réalité virtuelle de Google Earth, hein, où vous avez un casque, et puis vous pouvez faire un tour du monde avec un casque virtuel, et puis plonger dans les villes, etc. Donc, il y a toute une dimension très attractive qui est de l'ordre de l'attraction, mais qui, somme toute, en fait, est vraiment dans la continuité des photos stéréoscopiques et puis de ces premiers voyages virtuels. Et avec peut-être une nouvelle modalité qui est celle du backpacker. Hein. Et à la vérité, c'est probablement avec ce mode de transport-là ou ces personnes-là qui sont quantitativement aujourd'hui représentent le plus de personnes en fait, hein, qui font des tours du monde sur un mode plus doux, à vélo ou à pied, etc. Aussi parce que le motif du voyage et le motif du globe reste quelque chose de très important dans la culture populaire. Et le fait de faire un tour du monde, ça reste encore un truc important et que les gens veulent faire. Une des manières de le faire en articulant cette dimension voyage et réchauffement de la planète, c'est de le faire avec des moyens de transport plus doux, la marche ou le vélo, par exemple. Euh, ce que je voulais revenir, c'est prendre un tout petit peu de hauteur, en fait, sur c'est quoi faire une exposition en sciences sociales, en fait. Et ça, je pense que c'est aussi dans cette perspective aide, UNIGE, histoire de l'art de vos formations. Je pense que l'exposition, pour certaines pratiques, certaines disciplines, l'exposition est quasiment une fin en soi. Hein. Ce n'est pas vraiment le cas, en fait, dès lors qu'on fait des sciences sociales, ou en tout cas dans notre perspective de géographie culturelle, l'exposition est plus comme un outil, et un outil de transmission, un outil d'échange, un outil de communication avec le grand public. Et, euh, et parmi ces outils, ce n'est pas le seul. Euh, le premier qu'on a, c'est écrire des articles scientifiques qui sont lus par très peu de personnes au final. Alors, c'est important, c'est fondamental, il faut le faire. Euh, mais ça peut être aussi un peu frustrant. Hein. Donc, c'est vrai que l'idée de pouvoir s'adresser à un plus grand nombre de personnes et un public différent, c'est un vrai challenge et c'est assez évidemment excitant. Euh, donc, quand je vous dis que l'exposition est un outil, je voulais vous parler rapidement de différents outils. Le premier, donc vous voyez ici, c'est un projet qui s'appelle Frontières en tout genre. C'est un projet qui a démarré en fait à l'Université de Genève avec Jean-François Stazac et puis les collègues, qui portait en fait sur l'objet frontière, qui est un objet géographique fondamental,
pour dire en fait que les frontières, elles sont performatives au sens où elles créent des identités collectives. Donc, elles ne séparent pas des gens, des personnes qui sont différents à la base, mais c'est en séparant des personnes qu'on crée des identités et qu'on crée de la différence. Donc, c'est un peu reprendre à rebours en fait cette idée de la frontière qui vient instituer une différence, mais plutôt qui vient de la créer et la performer. Hein, d'accord? Et ça à toutes les échelles. Euh, et donc, il y a eu un MOOC pour ça. Donc, vous voyez ce que c'est, hein, c'est cette espèce de flash learning maintenant par vidéo, etc. Et ensuite, ça a donné lieu en fait à un bouquin, d'accord, donc un manuel à l'attention des, je peux vous le faire circuler si vous voulez, à l'intention en fait des étudiants. Donc, vous avez la couverture ici à l'écran. Et puis, le dernier étage de cette fusée, hein, si on peut parler en ces termes-là, si vous me permettez, c'est une exposition. Et l'exposition a eu lieu dans la continuité en fait, de ces différents dispositifs qui nous ont permis à la fois de toucher le public étudiant et le grand public plus généralement. Donc, il y a l'exposition comme outil, et puis il y a aussi s'intéresser, je pense aussi dans vos perspectives respectives, c'est la valeur de ce qui est montré. Euh, Qu'est-ce que ça vaut une exposition, les objets qu'on montre, etc., dans le cadre d'une exposition de sciences sociales? Eh bien, ma foi, pas grand-chose, généralement. Ce n'est pas toujours le cas. Quand on fait quand on fait une exposition sur les tours du monde, il peut y avoir quelques objets, effectivement, qui ont un peu de valeur. Hein. Je pense à l'armure de samouraï ou à quelques vases japonais ou chinois qui peuvent avoir de la valeur. Mais en gros, la plupart des choses n'ont pas beaucoup de valeur. Euh, et je voulais prendre l'exemple en fait, de la dernière exposition qu'on a organisée autour d'un projet de recherche qui portait sur l'ancien quartier réservé à la prostitution de Casablanca au Maroc, un quartier qui était actif entre 1920 et 1950 euh, et qui a accueilli à peu près un peu plus d'une dizaine de milliers de travailleuses du sexe pendant ce moment-là et qui nous a intéressés parce que c'était vraiment une incarnation matérielle d'un imaginaire orientaliste dans un quartier qui était destiné prioritairement, principalement en fait, à l'exercice à l'armée française. En fait, hein, d'accord. Donc toute cette, ces stéréotypes en fait orientalistes qui se sont incarnés dans quelque chose de vrai. Hein. On allait dans le quartier pour de vrai. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, hein, cette articulation entre imaginaire et puis réalité dont Jean-François vous parlait tout à l'heure. Et c'est ce qui nous intéresse quand on fait de la géographie culturelle. Donc, l'exposition, en l'occurrence, alors il y a une maquette hein, du quartier qu'on a pu refaire faire par une scénographe et architecte marocaine avec qui on a travaillé. Et puis, toute une série de photographies de Denise Bellon, un set de photographies que mon collègue Jean-François a participé à retrouver. Mais il s'agit essentiellement de documents d'archives, vous voyez, et de reproductions et quelques installations. Mais en gros, cette exposition, le matériel, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Ce n'est pas des objets de fine art qui valent des millions. D'accord? Parce que l'enjeu n'est pas vraiment là. C'est-à-dire que quand on fait des sciences sociales, l'enjeu, il est plutôt de l'ordre pédagogique. Alors, bien sûr, il y a une tension qui est forte hein, entre la valeur artistique et l'attractivité de l'exposition, parce que ça peut être vite chiant, hein, une exposition en sciences sociales, quand c'est des documents d'archives, etc., des récits, des trucs, ça peut être un peu... c'est pas beau et c'est chiant. Donc, nous, on est dans cette tension-là, c'est-à-dire de faire un truc qui soit un produit qui soit chouette à regarder, immersif, beau, esthétique, etc., mais dont le message en fait est compréhensible par un public qui doit en sortir un peu plus informé sur un sujet. D'accord? Donc, peut-être que si je fais cet exercice en fait de résumer quelles seraient les spécificités des enjeux d'une exposition en sciences sociales, c'est peut-être la difficulté déjà premièrement à adresser l'actualité, à, à avoir un discours sur l'actualité. Euh, et ça, je pense que c'est très différent qu'une exposition d'art contemporain, par exemple, pour lesquelles vous êtes certainement beaucoup plus à même de pouvoir en discuter que moi. Mais il y a cette fulgurance de l'art contemporain qui peut adresser une question de société super actuelle et le résumer dans un objet, dans un geste, dans quelque chose.
qui fait que tout le monde comprend, ou la plupart des gens. Et je crois que les sciences sociales, en tout cas telles que nous, on les appréhende avec Jean-François, c'est une science sociale qui est très historique, avec une dimension, une profondeur historique très importante. Donc, si on n'arrive pas à travailler et à intégrer cette dimension historique, euh, et c'est peut-être de là qu'on a un peu plus de difficulté à adresser la question du contemporain et de l'actualité. Et ensuite, je reviens sur cette tension entre les valeurs artistiques, la beauté d'une exposition, le fait qu'elle soit attractive, et puis les enjeux pédagogiques, et les enjeux pédagogiques ainsi que la scénographie. C'est-à-dire que euh, chaque fois qu'on travaille avec un scénographe, il va reprendre notre matériel et le réinventer, et puis peut-être prendre une image et puis l'agrandir, alors que c'est un truc qu'on ne fait pas du tout en histoire de l'art, par exemple. Vous voyez, donc jouer en fait avec les matériaux de base, et puis s'en affranchir quelque part, s'affranchir des formats qui sont généralement très respectés quand on fait une expo d'histoire de l'art et de la photographie. Et enfin, je m'arrêterai là, la question de la médiation comme incontournable. Hein. Si on fait une expo très contemporaine, d'art contemporain, etc., peut-être que la médiation, quand bien même maintenant ça commence à bouger aussi, mais la médiation un petit peu moins, la place de la médiation est certainement un peu moins importante qu'une expo en sciences sociales où il y a toute une série de dispositifs de médiation qui sont forcément mise en place. Voilà, donc je m'arrête là. L'idée, c'est qu'on ait un maximum de temps, je crois, pour l'échange. Et puis, je vous invite à d'ores et déjà inscrire dans vos agendas l'exposition qui ouvrira au Château de Prangin en avril 2025. Voilà, je vous remercie. Comme ça, tu peux revenir ici. Merci, merci. Parfaitement respecté. Merci à vous, c'est très clair, cette dynamique. Je pense que ça touche aussi à beaucoup de domaines de l'école, entre l'art visuel, média design, mode, horlogerie aussi. À ma connaissance, il arrivait qu'il y ait des photographes qui soient envoyés autour du monde pour ramener des photos ou des cinéastes qui soient envoyés autour du monde pour ramener des films, mais c'est très rare qu'ils aient été embarqués en même temps que des touristes dans un tour du monde. C'était deux mondes un peu différents. J'ai un ou deux exemples de croisières où il y a un photographe qui a été embarqué et qui a documenté avec ses photographies le tour du monde. Et ensuite, ça donne lieu à une publication. Mais ça, c'est vraiment rare. Et pour ce qui est de collecter, le tour du monde touristique s'y prête pas vraiment parce que vous restez très peu de temps en fait à chaque escale. Un tour du monde, si vous êtes très rapide dans ces années-là, vous mettez 80 jours, et puis si vous traînez, vous allez mettre, allez, un an, grand maximum. Mais ça veut dire que vous restez très peu de temps et que donc vous avez une connaissance et superficielle et une intimité toute relative avec vos escales. Ce n'est pas du tout comme le voyage en Orient, vous allez rester longtemps et puis collecter et apprendre. Là, juste, vous faites le tour. Donc, pour répondre à votre question, plutôt non. Tout le monde. En fait, c'était des objets qui étaient à la fois fascinants par la technologie qu'ils proposaient, c'est-à-dire vous avez regardé ça, même aujourd'hui, c'est assez bluffant, je trouve, comme ça marche bien, donc on a envie de voir ça. C'est encore plus bluffant quand ça a été inventé, et ça coûtait pas cher. Et donc, c'était destiné vraiment à tout le monde, comme les expositions universelles, comme les panoramas, comme
Alors, mais ça veut dire que ça pouvait toucher aussi les classes populaires, urbaines. C'est-à-dire les Kaiser Panorama étaient essentiellement dans le monde urbain. Parfois, il y avait des Kaiser Panorama qu'on allait un peu déplacer, mais pas trop. Donc, ça veut dire que ça ratait quand même une bonne moitié de la population qui était dans le monde rural. Mais dans le monde rural, vous pouviez voir les photographies stéréoscopiques. Oui, oui, oui. Alors, vous avez raison, les cabinets de curiosité, les peintures de paysage vous permettent de voyager. Donc le voyage virtuel, il est bien antérieur au tour du monde. Il est bien antérieur à l'image même, parce que les premiers récits de voyage, les premières descriptions du monde que vous trouvez chez les Grecs, moins 500 avant Jésus-Christ, permettaient déjà un voyage virtuel par l'esprit. Là, ce qui change, c'est que ce voyage est un tour du monde. Donc, je ne suis pas en train de prétendre que c'est une nouveauté dans la pratique du tourisme virtuel, mais c'est une nouveauté dans l'objet du tourisme virtuel, qui est le tour du monde. Mais, par ailleurs, il y a quand même, à la fin du 19e siècle, des nouveaux dispositifs qui constituent des véhicules extraordinaires pour le voyage, à savoir le cinéma, un peu avant les panoramas, la photographie stéréoscopique, etc. Et donc, je pense que quand même, il y a un développement des formes de déplacement virtuel. On parle de armchair tourist en anglais, touriste qui reste dans son fauteuil, important à la fin du 19e siècle. À quoi, pardon? Et après, bon, évidemment, il y a eu pareil que tout le monde a été débuté en Rome. Donc, est-ce que c'est quoi qu'elles ont réellement eu accès en étant elles-mêmes, en étant, Alors, dans l'exemple que vous citez, ce n'est pas une touriste, c'est-à-dire elle a fait le tour du monde, mais embarquée incognito sur. C'est 18e, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc, elle a fait le tour du monde comme Magellan, comme Bougainville, comme membre d'équipage. Alors, les femmes ont fait le tour du monde en même temps que les hommes dès le début. En fait, dans l'article que vous citez, il s'agit d'un exemple très particulier d'un tour du monde organisé qui a été vendu et opéré en 1878-1879 par une société française, la Société des voyages d'études et d'agrément autour du monde. C'était un bateau qui était affrété avec 20 cabines et là, ces billets, on ne les vendait pas aux femmes. Mais autrement, les femmes faisaient le tour du monde comme les hommes, à la vérité moins souvent qu'eux, mais de façon significative. Et une de nos surprises, c'était de voir que dans les récits publiés dans la période, entre 1869 et 1914, dans les 300 récits qu'on a trouvés, 15% d'entre eux sont publiés par des femmes. Et donc, c'est quand même assez significatif. Et dans ces récits, ben, souvent, ces femmes, elles mettent en avant cette idée que, et pourquoi une femme ne pourrait pas faire le tour du monde? Et qu'est-ce que ça prouve en tant que femme que je fasse un tour du monde? Et quelles sont les difficultés ou les atouts que, en tant que femme, je rencontre dans mon tour du monde? Mais grosso modo, on peut dire que le tour du monde, c'est du tourisme. Et donc, le tourisme est davantage ouvert aux femmes que ne l'était le monde de l'expédition, le monde de la science, le monde de l'exploration ou le monde de la marine de guerre, etc. Donc, le voyage touristique devient un voyage un petit peu banal, on peut dire aussi presque dévalorisé, et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il se féminise. Et vous avez raison, hein, avant, les grandes voyageuses, les grandes exploratrices avaient besoin de se déguiser dans de nombreux endroits qui étaient interdits aux hommes.
Alors, ça dépend ce que vous entendez par ouvert à tout le monde. Le prix des tours du monde baisse. Et à partir, dans l'exemple que vous avez ici du Cleveland, c'est un tour du monde. Le bateau est affrété pour le tour du monde. Donc, il n'y a que des globetrotters dessus et il y a 700 personnes. Et donc, c'est des prix qui sont accessibles, on va dire, aux classes moyennes supérieures, pour autant que ça veut dire quelque chose dans les années 1900. Donc, c'est la bourgeoisie, on va dire. Mais ce n'est pas des milliardaires, ce n'est pas des millionnaires. Ça devient possible. Alors que dans les années antérieures, c'est vraiment la très haute aristocratie, la très haute bourgeoisie qui peut voyager. Donc, il y a une démocratisation un tout petit peu. En fait, ce qui se passe, c'est que ça percole un petit peu, ça descend un peu dans la hiérarchie sociale, mais ce n'est pas du tout les classes moyennes. Ça reste vraiment hors de prix, d'autant plus que sur ces bateaux, il n'y a pas de seconde. C'est-à-dire, c'est une époque où dans les bateaux, il y a la première classe et puis il y a la cale pour les migrants. Mais entre les deux, il n'y a rien. Et donc, il n'y a pas moyen à ce moment-là de voyager bon marché. Donc, ça reste vraiment. Alors, il y a quelques exceptions hein, dans la période de gens qui arrivent à voyager, à faire un tour du monde avec très peu d'argent. Et ça reste vraiment exceptionnel. J'ai en tête hein, un ouvrage qui est publié par le Tour du monde d'un artisan. C'est un artisan, je crois qu'il est boulanger, il me semble. Il réussit à faire le tour du monde, mais c'est vraiment extraordinaire. Ce n'est pas eux qui font un tour du monde. Donc, ça reste une pratique vraiment réservée aux élites. Et sur ces paquebots, il y a une vie sociale très élégante, des soirées, les robes longues, les smokings, des dîners très cérémonieux. Donc, ça reste vraiment le monde de l'élite et le monde de l'entre-soi. Et dans les gens qui font le tour du monde pour de faux, il y a tous les freaks, ceux qui, vous avez entendu parler de ça, hein, c'est je fais le tour du monde en poussant un tonneau, je fais le tour du monde avec une brouette, voilà. Et ces gens, généralement, en fait, ne faisaient pas le tour du monde, simplement, c'était un moyen, en fait, de pouvoir rencontrer des gens, gagner de l'argent et puis voyager, quoi. Il y a tous des dispositifs un peu ambulatoires comme ça. Personnes qui font le tour du monde à moindre frais, mais plutôt pour gagner de l'argent. Continuez, vous êtes bien lancé. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Fais une petite pause. Il y a les contacts avec les conseils compatriotes des espaces, comme on dit, mais il y a vraiment la possibilité de communiquer avec les gens qu'on connaît plus à l'époque, et surtout dans les pays comme le Japon, qui étaient très cloisonnés, très fermés sur l'humain. Donc, est-ce que les Européens OK. Alors, je peux vous répondre sur plusieurs points. D'abord, il faudrait qu'on se mette d'abord d'accord sur ce que c'est que la vraie vie, par opposition à une vie qui serait fausse. Et peut-être cette idée qu'il y a une vie qui est plus authentique qu'une autre, c'est peut-être un mythe. Mais bon, on va laisser ça de côté. Est-ce que les touristes avaient un accès à cette vraie vie? Non, évidemment, mais pas plus ni moins dans le passé qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est toujours un monde qui est un peu mis en scène, qui vous est proposé. Dans le cadre du Tour du monde, encore moins. Encore moins, pourquoi? Parce qu'on passait très peu de temps à chaque escale. Grosso modo, votre navire, il arrive à Bombay ou à Calcutta, puis vous descendez 2 jours à Bombay, et puis après, vous remontez dans le bateau. Donc, votre capacité à avoir un contact un peu approfondi avec la population autochtone, il est très limité, d'autant plus que la plupart des voyageurs qui faisaient le tour du monde n'en avaient pas franchement envie non plus. Ce n'est pas ça vraiment qui les intéressait. Si ce qui vous intéresse, c'est avoir un vrai contact avec les populations autochtones, ce n'est pas un tour du monde que vous faites. Vous vous engagez dans un autre voyage. Et donc, je pense que cette dimension du contact avec l'altérité, il était très réduit dans le cadre des tours du monde, d'autant plus que chacune des escales laissait un peu nos tours du mondistes enfermés dans un monde très européanisé, très occidental. Ce qu'ils voyaient de la Chine, c'était Hong Kong, c'est-à-dire la partie la plus occidentale de la Chine. Ce qu'ils voyaient du Japon, c'était essentiellement Yokohama, c'est-à-dire la partie qui était la plus offerte aux étrangers.
Cela dit, il y avait quand même un moment où ils allaient s'installer dans un hôtel japonais, puisque les Japonais, à ce moment-là, avaient bien compris qu'on pouvait développer une industrie touristique pour les globetrotters, et où vous faisiez l'expérience de dormir par terre sous des tatamis, d'écouter de la musique japonaise, de boire du thé à la japonaise, etc. Alors, comment vous dire? Ce n'était pas les pays visités qui organisaient les tours, c'était organisé de l'extérieur par des tours opérateurs ou par les tours du mondistes eux-mêmes. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a une dimension impériale qui est très importante dans les tours du monde. Euh, on peut dire grosso modo que sans l'Empire britannique, il n'y avait pas moyen de faire un tour du monde. Parce que Suez, c'était britannique. Aden, c'était britannique. Bombay, c'était britannique. Calcutta, c'était britannique. Singapour, c'était britannique. Hong Kong, c'était britannique. Après, effectivement, vous aviez la Chine et le Japon qui étaient indépendantes. Vous traversiez et vous vous retrouviez au Canada ou aux États-Unis où on parlait anglais, ancienne colonie britannique. Donc, grosso modo, le tour du monde, c'est le tour de l'Empire britannique. Et donc, pour les Anglais qui font le tour du monde, il y a cette dimension. Et il y a cette dimension de célébration de l'Empire britannique qui est le nouvel empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et ça, c'est aussi la figure du tour du monde. Pour les Français qui font le tour du monde, ils l'ont un peu mauvaise. Parce que, alors eux, ils vont faire attention, ils vont s'arrêter en Asie de l'Est, ils vont s'arrêter au Vietnam, en Cochinchine, en Inde, ils vont aller à Pondichéry, mais ce n'est pas ça. Pour les Américains, ce n'est pas terrible non plus, parce que c'est quand même l'ancienne puissance coloniale. Et il y a donc aussi une dimension un peu critique, un peu nationaliste, sur ce qu'on appelle à l'époque la All Red Line. La All Red Line, c'était la route qui était vraiment contrôlée par les Britanniques et qui permettait de faire le tour du monde. Mais le contact avec le monde indigène et le contact avec le monde colonial était très superficiel. Grosso modo, les tours du mondistes, ils ne voyaient pas les colonies. Les seuls qui voyaient les colonies, c'est ceux qui traversaient l'Inde en train. Là, ils voyaient un peu ce que c'est une colonie. Mais autrement, les autres, ils s'arrêtaient où? Ils s'arrêtaient à Hong Kong. Hong Kong, c'est très britannique, c'est très international, c'est très peu chinois. Vous ne voyez pas grand-chose. Et idem, au Japon, ce n'est pas une colonie. Après, les États-Unis, ce n'est pas une colonie. Les moments où vous étiez vraiment dans la colonie étaient assez rares. C'est très différent pour ça du voyage en Orient, parce que le voyage en Orient, il a vraiment cette dimension coloniale qui est moins prégnante, je pense, dans le tour du monde. Et donc, pour compléter un tout petit peu ou préciser ce que dit Jean-François, c'est que en fait, faire le tour du monde, c'est une expérience, ça l'a été dit rapidement tout à l'heure, c'est une expérience de la modernité, du progrès avant tout, et de célébrer en fait cette possibilité en fait de faire le tour du monde en propriétaire quelque part. Dans, Et c'est ça. dans l'esprit des Globetrotters, c'est vraiment expérimenter la dimension technologique, expérimenter la dimension de l'industrie, du progrès. Et c'est ça qui permet de faire le tour du monde. Ils ne se rendent pas vraiment compte ou ils n'ont pas vraiment conscience qu'il y a quelque chose de politique derrière, c'est que déjà, ils ont le droit de passer dans les différents endroits où ils passent, sans visa, sans qu'on leur tire dessus, etc. Mais ce n'est pas la dimension qui les intéresse. Généralement, ce n'est pas vraiment une entreprise de célébration de la colonisation. Ce n'est pas ça l'enjeu. Vous avez parlé du chemin. On sait que faire du monde, c'est plusieurs. Du coup, d'après les pays d'où on parle, et du coup, en rapport avec ça, est-ce qu'il y a des pays hors de l'Occident qui faisaient aussi le tour? OK. Au début de la période, c'est vraiment fixé. Il y a des exceptions, bien sûr, mais grosso modo, c'est Londres, Paris, Naples, Alexandrie, Suez, Port Saïd, Aden, Bombay, Calcutta, Singapour, Hong Kong, parfois Pékin, mais pas toujours, Yokohama, San Francisco, Saint-Louis, Chicago, New York, Londres. Ils font tous ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de faire autrement. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'autres endroits où on pourrait passer, jusqu'en tout cas l'ouverture du transsibérien dans les années 1905, qui va vraiment changer la donne. Donc, ils passent tous par les mêmes endroits, en fait. Et ils voient tous la même chose. C'est le Taj Mahal, les pyramides, les chutes du Niagara, le grand Bouddha de Kamakura, etc. Ils voient tous la même chose. C'est très stéréotypé comme voyage. Et c'est plus tard que dans certains cas, il y aura l'Australie, que dans certains cas, il y aura la Nouvelle-Zélande. Mais il y a toute une partie du monde qui est ignorée.
on ne met pas les pieds en Afrique, sauf Suez, enfin, sauf le Caire, personne ne va en Amérique du Sud, c'est trop loin. Et donc, quand on parle d'un tour du monde, il faudrait s'entendre sur les mots, parce que la plupart des voyageurs ne franchissent pas l'équateur, par exemple. Donc, il y a une moitié du monde qui est complètement ignorée. Il y a des continents entiers qui sont complètement ignorés. Donc, c'est le tour d'un certain monde, et il faut se poser la question, qu'est-ce qui permet de dire qu'un circuit donné est un tour du monde ou pas? Parce que si vous remontez vers le pôle Nord, vous êtes tout en haut sur le pôle Nord, vous faites votre tour autour de vous-même, vous avez fait le tour du monde. Hein. Donc, ce n'est pas évident. Et votre deuxième question, non, il n'y a pas que des Occidentaux. C'était un problème, parce que tout comme j'avais un problème sur, je vais faire un projet de recherche sur 30 000 aristocrates pétés de thunes qui font le tour du monde, c'était important de dire non, 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 ça concerne tout le monde. Il y avait un autre problème, c'est le caractère très eurocentré du projet. Il n'y a que des Occidentaux qui font le tour du monde. Donc, j'ai vraiment fouillé pour essayer de trouver des non-occidentaux qui font le tour du monde. Et il y en a très, 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 très peu. Parce que quand il y en a, on en parle. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait un silence des archives là-dessus, c'est qu'il y avait très peu de non-occidentaux qui faisaient le tour du monde, en tout cas pour des raisons touristiques. Il y avait bien sûr des Chinois, des Turcs, des Arabes, des Japonais qui faisaient le tour du monde. C'était des ambassadeurs, c'était des étudiants, c'était des écrivains ou des journalistes. Mais pour le plaisir, c'est rarissime. Le seul exemple que j'ai trouvé, mais évidemment, il est beaucoup développé dans notre projet, en 1909, un journal de Tokyo qui s'appelle Ashanti va, avec l'agence Thomas Cook, vendre à 3 reprises des tours du monde à ses lecteurs japonais. Et donc, à 3 reprises, 1909, 1910, 1911, il y a 3 groupes de Japonais qui vont faire le tour du monde. Et parmi eux, il y en a 5 ou 6 qui ont publié leur tour du monde, en japonais, évidemment. Et donc, on travaille sur 2 sources pour ça. On travaille sur les sources japonaises, qu'est-ce qu'ils racontent de leur tour du monde. Je ne peux pas vous le dire parce que moi, je ne l'ai pas lu, évidemment, je ne lis pas le japonais. Et puis, l'autre chose, c'est que quand ces Globetrotters arrivent en Occident, il y a beaucoup d'articles dans la presse. Et donc, on a un autre sujet, c'est comment ils sont reçus en tant que Japonais qui font le tour du monde. Et juste pour vendre la mèche, parce qu'on a un peu avancé sur le sujet, les Globetrotters japonais, en fait, ils ne font pas le tour du monde. Ça ne les intéresse pas. Ils font le tour du monde, mais c'est juste un voyage. Ils passent par le transsibérien. L'Inde, la Chine, ça ne les intéresse pas. Eux, c'est le voyage en Occident. Donc, c'est les États-Unis et l'Europe. Mais la dimension tour du monde ne les intéresse pas plus que ça. Et puis, pour ce qui est de leur réception en Occident, ils sont très, très mal reçus. C'est-à-dire, l'idée qu'il y a des Japonais qui font le tour du monde pour venir à Paris faire du tourisme, on trouve ça super choquant à l'époque et à la vérité encore aujourd'hui. Parce que les touristes, c'est nous. Et les attractions, c'est eux. Et quand c'est l'inverse, ça passe très difficilement. Oui. Alors, propagande coloniale, non. C'est-à-dire on est dans une époque qui est coloniale, profondément, et qui est marquée par la culture coloniale. Donc, tous nos globetrotters sont marqués par la culture coloniale, c'est-à-dire que, pour le dire très rapidement, ils sont tous racistes, bien sûr. Ils étaient tous racistes à ce moment-là, donc eux y compris. Mais le tour du monde en tant que tel, pas plus qu'autre chose, et peut-être même plutôt moins, parce que notamment, nos globetrotters, ils vont dans des pays étrangers qui ne sont pas des pays occidentaux et qui ne sont pas des colonies. La Chine, ce n'est pas une colonie. Le Japon, ce n'est pas une colonie. Et c'est vraiment aller voir des pays d'une autre civilisation, par certains aspects très respectables et très impressionnantes, et qui ne sont pas des colonies, dont on aimerait bien faire des colonies, mais on n'y arrive pas, on n'y est pas encore arrivé et on n'y arrivera pas. Donc, il y a aussi cette dimension. Ce que vous dites, c'est très juste pour le voyage en Orient. Quand on va en Égypte, quand on va au Maroc, quand on va en Turquie, c'est cette dimension du rapport à l'autre qui est profondément coloniale. Et c'est ça le ressort essentiel de ce voyage. Pour les tours du monde, je pense qu'il y a autre chose. Il y a une dimension aussi qui transparaît dans certains récits de voyage de ces globetrotters, la dimension un peu humaniste, c'est-à-dire, en fait, je fais un voyage autour du monde et puis j'avais des appréhensions, des préjugés sur certaines populations et puis en fait, il s'avère que pas du tout et puis en fait, je me considère comme citizen of the world et puis on devrait tous être égal, etc. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui est peut-être un peu
particulière autour du mondiste, aux globetrotters, que aux personnes qui voyagent pour l'exotisme. Il y a souvent une sorte d'utopie internationaliste, mondialiste chez certains globetrotters. Oui. Alors oui, c'est vraiment tout l'objet en fait hein, du projet. Hein. C'est quand même c'est d'avoir un esprit critique tout en montrant ce qui s'est passé, quoi. Donc je suis pas sûr de complètement saisir votre question, mais Dans le cas de Spire, notre approche, elle est fondamentalement critique. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'idée que c'était une forme de tourisme sexuel, d'exploitation sexuelle encadrée par l'administration coloniale, et c'est vraiment ce qu'on met au centre de l'exposition. Alors, le présenter de façon neutre, bah, non, parce qu'il n'y a pas moyen de le présenter de façon neutre. Donc, oui, oui, bien sûr, on a une appréhension critique, ce qui n'est peut-être pas d'ailleurs tout à fait indépendant du fait que quand on a essayé de vendre l'exposition à l'ambassade de France à Casablanca, ils n'ont pas été intéressés. Voilà. Donc, vraiment, on était vraiment dans cette perspective-là. Nous, on est issus des études postcoloniales, donc c'est vraiment, et des études de genre. Donc, on est vraiment dans cette ligne-là. Mais il ne faut pas être caricatural non plus, au sens où il faut resituer les choses dans leur contexte. On peut être critique sur ce contexte, mais il faut le contextualiser. Voilà. oui, la SVM. Alors en fait, dès le début, parce que les premiers tours du monde, je vous ai dit 1869. Et 1869, ils traversent, les deux gars que j'ai en tête, ils traversent les États-Unis en train. Mais quand la SVM fait son projet, elle affrète un bateau pour faire le tour du monde, ce qui est assez extraordinaire comme idée. C'est la première fois qu'une compagnie se dit on va affréter un bateau pour faire le tour du monde à des touristes. C'est la première croisière touristique. Et là, évidemment, il faut passer par l'Amérique du Sud et par Magellan parce que Panama n'est pas encore percé. Et donc là, le projet, c'est de passer par l'Amérique du Sud, mais c'est un énorme détour. C'est un tour du monde qui va prendre 1 an. Et finalement, le tour du monde ne se fera pas parce que la SFEAM fait plus ou moins faillite et ça va s'arrêter à Panama. Et à Panama, le bateau doit faire demi-tour. Vous voyez, il part ici de Marseille. Jusqu'ici, ça se passe bien. Et puis, quand on arrive à Panama, ici, la compagnie fait faillite et le navire doit rebrousser chemin et retourner à Marseille. En débarquant à Panama, nos 20 globetrotters, certains vont rentrer et d'autres vont continuer par leurs propres moyens. C'est-à-dire qu'ils vont inventer un tour du monde et donc ils vont prendre, eux, le bateau jusqu'à New York et puis ils vont continuer par leurs propres moyens. Mais c'est un cas vraiment exceptionnel parce qu'il faut être fou pour passer par l'Amérique du Sud en bateau et il faut être fou pour y passer en chemin de fer. Il n'y a pas de chemin de fer qui traverse l'Amérique du Sud non plus. Donc, c'est plus ou moins infranchissable. En plus, pour ceux d'entre vous qui sont un peu marins, détroit de Magellan, ce n'est pas rien. Hein. C'est vraiment compliqué. Et donc, le seul moyen de traverser l'Amérique, c'est l'Amérique du Nord, soit par le chemin de fer des États-Unis, soit quelques années après par le chemin de fer du Canada. C'est la seule possibilité. Donc, ils ne vont jamais en Amérique du Sud. Mais même en 1915, Panama est construit. Donc, vous allez passer par Panama, mais vous n'allez pas descendre. Donc, il y a c'est vraiment rarissime. C'est-à-dire, il y a une compagnie qui va vendre à un moment un tour du monde exceptionnel, c'est l'hémisphère sud. Et donc, ça va être l'Amérique du Sud, le Cap, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Tahiti. Mais c'est vraiment extraordinaire. C'est une exception. Il y a 99% des tours du monde, ils restent dans l'hémisphère nord. Ils descendent pas plus bas que Panama et Singapour. Hawaï. Non. Très peu.
Le Caire, si vous comptez l'Égypte comme un pays africain, et puis ensuite, plus tard, le Cap. Il y a quelques tours du monde d'Ist, si vous le passez par le sud, qui vont s'arrêter au Cap, mais le détour est énorme par rapport à Suez. Au 18e, si vous comptez le Maghreb comme des pays africains, il y a un développement très précoce du tourisme au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Égypte. Et c'est un tourisme qui est tourné vers les antiquités, grecques et romaines, égyptiennes, et puis aussi une curiosité pour les grands monuments d'islam, l'orientalisme. Mais plus au sud, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que c'est beaucoup plus difficile d'accès et aussi parce qu'il n'y a pas, entre guillemets, d'attraction touristique aux yeux des Occidentaux, en tout cas. Alors, bien sûr, il y aura les chutes Victoria, il y aura les safaris photos ou les safaris animaliers, mais ça se développe beaucoup plus tard, tout ça. Ouais. Alors, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce qu'il y a vraiment un problème de source là. Et c'est la raison pour laquelle aussi on développe ce programme au Japon. On travaille avec des collègues de l'Université de Tokyo et de l'Université d'Osaka parce qu'on voudrait qu'ils nous aident en travaillant sur notamment la presse japonaise de l'époque, voir comment les globetrotters occidentaux sont accueillis au Japon. Et le Japon nous intéresse particulièrement parce que si vous prenez les touristes au Caire, ils font tous la même chose, ils vont voir les pyramides. Est-ce que c'est des globetrotters ou pas? On n'en sait rien. Et puis finalement, qui viennent d'Angleterre, qui font aller-retour pour aller au Caire, qui fassent le tour du monde, quand ils visitent les visitent les pyramides de la même façon. Donc c'est un peu indifférencié. Peut-être le seul endroit du monde, à l'époque, tous les touristes, les globetrotters, c'est le Japon. Parce que vous veniez d'Europe, que vous veniez des États-Unis, si vous êtes un touriste au Japon, il faudrait vraiment être bête pour pouvoir faire le tour, parce que vous êtes de l'autre côté. Et donc, je n'ai pas de statistiques, mais je pense que la plupart des touristes que vous trouvez à Yokohama dans les années 1880, en fait, ce sont des globetrotters. Et ce n'est pas par hasard que le mot globetrotter apparaît pour la première fois, je vous l'ai dit, en 1873, dans un journal britannique, un journal, pardon, en anglais, édité à Tokyo. C'est là que le globetrotter est identifiable. Alors, on a 300 récits, hein. Je ne les ai pas lus en entier. On a une doctorante qui travaille sur 300 récits, donc elle pourra vous répondre quand elle aura fini sa thèse. Ce n'est pas vraiment leur problème, encore une fois, parce qu'il reste très peu de temps, donc ils ont très peu de moyens d'avoir des interactions avec qui que ce soit. Ils ont des interactions avec leur guide, leur drogman, comme on dit en Orient. Donc, ils parlent de leur guide, qui souvent est une personne autochtone, mais l'essentiel de leur vie et de leur sociabilité, c'est sur le paquebot avec d'autres globetrotters. L'essentiel du temps, vous le placez entre vous dans le paquebot. C'est ça, hein, essentiel. C'est là que vous passez le plus de temps. Et donc, c'est une sociabilité de globetrotters entre soi, sauf que parfois, sur le bateau, il y a autre chose. Et notamment sur la ligne entre Tokyo et Yokohama, le personnel à bord sont des Chinois essentiellement, ou des Philippins qui font le service, qui sont marins. Et donc, pour beaucoup d'Européens, c'est leur premier contact avec cette population. Et donc là, pendant les quelques 20 jours que va durer la traversée, vous avez le temps de vous ennuyer. Donc, vous avez des interactions avec le personnel de bord. Là, on en parle un petit peu. Il y a certains voyageurs aussi qui vont avoir des interactions avec les migrants, parce que sur certains bateaux, il y a aussi des migrants. Et donc, les globetrotters vont s'entretenir avec les migrants. Mais vous voyez, ces interactions, elles ont lieu plutôt sur les paquebots, pendant les traversées, où on s'ennuie un peu, que pendant les escales, où en fait, on court d'une attraction touristique à l'autre. Je reviens juste sur le Japon tout de même, et puis en référant au récit de voyage de Emilio Bali. C'est le moment du japonisme hein, quand même. Donc, il y a vraiment une attractivité du Japon qui est super forte. Et lui, en l'occurrence, en fait, il décide de passer sur les 12 mois ou les 14 mois de son tour du monde. Il décide d'en passer 2 au Japon. Et, il va un peu bourlinguer au Japon avec Alfred Bertrand. Et puis, il va se perdre plus ou moins dans certains endroits, etc. Mais grosso modo, il est suivi par un guide.
Il est accompagné par un guide, mais il va quand même en fait rencontrer passablement de population locale. Et puis il en fait le récit d'une civilisation parfaite. Il est absolument fasciné en fait par cette civilisation du Japon, et au contraire en fait de la Chine, où il y a un truc qui est ultra raciste, mais qui persiste encore aujourd'hui, hein, cette vision en fait des Chinois comme des gens qui crachent par terre, etc. Et puis ils sont sales, etc. Et puis en fait le Japon avec toute cette civilisation super avancée, avec des gens qui sont très maniérés, etc. C'est déjà quelque chose en fait qu'on retrouve à ce moment-là dans certains de ces récits, en particulier dans celui de ce globe-trotteur suisse. Mais c'est une exception parce qu'il reste 2 mois, effectivement. Lui, Ouais. son tour du monde dure plus d'1 an. Alors que pour la plupart des gens, c'est plutôt 2-3 mois. Sur Terre, Autre question. Je ne sais pas. Il aurait fallu que je fasse des comptes et des statistiques là-dessus qu'on n'a pas encore fait. On les fera. Mais je vous dirais qu'il passe plus de temps dans les moyens de transport que dans les escales. C'est sûr. Et la figure paradigmatique de ça, c'est Phileas Fogg, hein. Donc le héros de Jules Verne, où lui, en fait, quand il fait le tour du monde, il le fait quand il est dans le train avec limite les rideaux fermés, en fait, parce que sinon, il n'arrive plus à se concentrer sur ses horaires, etc., et puis sur ses timelines. Donc, ça l'intéresse pas de s'arrêter, en fait. Et quand le bateau arrive à une escale, il ne descend pas. Et Jules Verne dit, je cite de mémoire, il était de cette sorte d'anglais qui fait visiter les attractions touristiques par ses domestiques. Lui, ce qui l'intéresse, c'est faire le tour. C'est vraiment l'exploit technique, mathématique, géométrique, et le plus vite possible. Et moins on s'arrête, mieux ça vaut. Oui. Aujourd'hui, vous dites? non, non, non. Ah oui, mais c'est régulier, hein. Ça fait déjà quelques années maintenant que les compagnies aériennes font des voyages de 1 mois, comme ça, et qui font le tour du monde avec très, très peu d'escales, hein. Euh, et on fait le tour, c'est celui-là, par exemple, on fait le tour du monde très rapidement, et c'est vraiment réservé à une élite, pour le coup. Oui, ouais, on reste encore voilà, dans cette idée, en fait, que tant qu'on n'a pas fait le tour du monde, on n'a pas vraiment été un citoyen accompli, peut-être. Et puis, il y a l'idée de la rapidité qui Ou est un touriste inhérente au tour accompli. du monde, parce que si vous faites le tour du monde lentement, en vous arrêtant partout, au fond, vous perdez de vue. Vous faites le tour du monde, vous n'en avez pas vraiment l'expérience. L'expérience du tour du monde, elle suppose une certaine rapidité, parce qu'autrement, vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est comme juste un voyage très, 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 très long. Mais si vous voulez vraiment avoir l'expérience de faire le tour, ben, peut-être il faut aller assez vite. Parce que le but du jeu, c'est pas de visiter les différentes parties du monde. C'est contradictoire, c'est de faire le tour, c'est autre chose. Oui. Oui. Mais ça vient du fait qu'il est dans ma critique, par rapport au test, on sait plutôt Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment vous répondre. Je ne suis pas du tout un spécialiste de Verne ni d'édition dans ces années-là. On va faire un colloque en août 2024 sur le tour du monde de Verne et sur son succès. Donc, ce sera à Amiens, 19 et 20 octobre. Vous pourrez venir. Il y aura peut-être une réponse à votre à Amiens. Parce qu'Amiens, il est mort à Amiens. Il y a un musée Jules Verne à Amiens, en France. Après, ce qui est sûr, en fait, c'est que Hetzel, le coup de génie, en fait, c'est Hetzel qui a révélé Jules Verne. Et le coup de génie des éditions Hetzel, c'est ça, hein, enfin, vous voyez la qualité iconographique, les gravures qu'ils en font, etc. Donc, c'est vraiment saisi, en fait, de la littérature vernienne pour en faire un objet à voir. Et c'est probablement pour ça que ça a marché aussi. Mais parler de marketing, je ne suis pas sûr non plus, parce que, par Bah. exemple, quand les papiers peints ou les jeux ou les assiettes s'inspirent de Jules Verne, je ne suis pas sûr que l'initiative vienne de Hetzel, ni qu'il y ait des droits qui soient payés à Hetzel. J'ai le sentiment plutôt qu'à ce moment-là, c'est une iconographie qui est très puissante, très séductrice, et que vous captez les éditeurs de papier peint, les fabriques de porcelaine, etc., pour essayer de surfer sur une vague. Je ne suis pas sûr qu'Hetzel, en soi, et vendu beaucoup
produits dérivés ou sous-produits, etc. Les produits dérivés, probablement pas, mais en fait, par exemple, chaque année, si je m'abuse, ils relançaient des nouvelles éditions. Et genre à Noël, et dans les vitrines, etc. Donc, il y a quand même, un fort marketing, en fait, Oui. autour déjà du livre lui-même, quoi. Ouais. Alors, pour moi, ces personnages relèvent pas vraiment du projet parce qu'ils ne sont pas des touristes. C'est-à-dire, ils ne font pas le tour du monde pour le plaisir, mais pour des raisons qui sont quasiment professionnelles. Pour faire des collections, pour ramener des objets, pour explorer. Et ce n'est pas l'idée de l'agrément. Donc, c'est un peu un autre sujet, mais parfois, ils auront les mêmes pratiques, ils sont sur les mêmes bateaux. Merci beaucoup. Pour tous ces points qui est très riche. On se revoit la semaine prochaine ici même, une conférence sur le design graphique et l'intelligence artificielle. Voilà. Ah ouais. C'est moi qui merci, on a été aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup, merci également au public en ligne. Et Merci. bonne suite de semaine. C'est top, merci. Ouais. Merci.